Lettre 97. Tu te trompes, mon cher Lucilius, si tu regardes comme un dérèglement propre à notre siècle la soif du plaisir, l'abandon des sages principes, toutes ces faiblesses que chacun prétend faire retomber toujours sur le temps présent. Ce sont là vices des hommes et non des temps. Aucune époque n'a été une époque d'innocence. Fais le bilan de la corruption à travers les siècles, je rougis de le dire. Jamais elle ne s'est plus cyniquement étalée que sous les yeux de Caton. Qui croirait que l'argent circula dans le procès où Claudius avait à répondre d'un adultère, commis dans la salle des rites secrets avec la femme de César, en profanation des rites de ce sacrifice qui s'offre pour le salut du peuple en un lieu clos, d'où tout homme est éliminé si formellement que l'on va jusqu'à voiler là les représentations d'animaux mâles. Eh bien, des sommes furent comptées aux juges, et chose plus honteuse encore qu'un tel marchandage, ils exigèrent comme pot de vin qu'on livrât à leur luxure de nobles dames et des adolescents de bonne maison. L'acquittement fut une indignité pire que le crime. Accusé d'adultère, Claudius se fait placier d'adultère et ne se voit assuré de son salut qu'après avoir rendu ses juges semblables à lui. Voilà ce qui s'est passé à l'occasion d'un procès dans lequel, à défaut d'autres preuves, Caton avait déposé contre-témoin. Je transcris les paroles mêmes de Cicéron, attendu que le fait passe toute croyance. Lettre de Cicéron à Atticus, livre 1. Il a mandé les jurés, il a promis, cautionné, donné, mais voici le comble, grand Dieu, quelle abomination! Les nuits de femmes nommément désignées et les entrevues avec des adolescents de bonne maison ont tenu lieu à plus d'un juge de gratification complémentaire. Il y a mieux à faire qu'à se récrier sur l'argent versé. L'accessoire fut plus considérable. Tu veux la femme de cet austère personnage, je te la procurerai. De ce riche, je te ferai coucher avec elle aussi. Si tu ne prends pas à celui-ci sa femme, tu peux commander. Cette belle dont tu as envie, elle viendra. Je te promets une nuit d'elle et je ne te renvoie pas bien loin. Avec les 24 heures qui viennent, j'aurai fait honneur à l'engagement pris. Il est plus grave de distribuer des adultères que d'en commettre. Cela consiste à faire chanter des mères de famille. Ces dignes juges de Claudius avaient demandé au Sénat une garde qui n'était nécessaire qu'en cas de condamnation. Ils l'obtinrent, ce qui leur valut, après l'acquittement, ce joli mot de Catulus. « Pourquoi nous demandiez-vous une garde? Pour mettre à l'abri votre argent, peut-être ?» Au cours de ces plaisanteries, le fait est qu'on laissa impuni le prévenu, adultère avant les poursuites, courtier de prostitution durant les débats, qui en avait plus fait pour esquiver la condamnation que pour la mériter. Conçois-tu des mœurs plus corrompues que celles d'un temps où rien ne réfrénait la débauche, ni religion, ni justice, où durant l'enquête extraordinaire qu'avait décrété le Sénat, des scandales eurent lieu plus considérables que les faits de l'enquête. La question était de savoir si, après l'adultère, un homme pouvait être en sûreté. On découvrit qu'il ne pouvait l'être sans recours à l'adultère. Voilà ce qu'on osait sous les yeux de Pompée et de César, sous les yeux de Cicéron et de Caton, du grand Caton, en présence de qui, à ce qu'on affirme, le peuple s'interdit de réclamer aux Floralie des courtisanes nues. S'il faut croire que les hommes de cette génération montrèrent plus de chasteté comme spectateurs que comme juges. Tout cela se verra, tout cela s'est vu. Les lois, la crainte, pourront bien
de temps en temps, de temps à autre, amortir l'immoralité des villes, jamais d'elle-même elle ne s'amortira. Ne va donc pas t'imaginer que c'est notre siècle qui a fait la plus large part au dévergondage et accordé le moins aux lois. La jeunesse est de nos jours infiniment plus sérieuse qu'elle ne l'était alors, quand l'accusé niait l'adultère devant ses juges et que les juges le confessaient devant lui, quand le stupre devenait instrument de justice, quand un Claudius, mis en crédit par les mêmes vices qui l'avaient rendu criminel, faisait jusque devant la barre le métier d'entremetteur. Le croirait-on? Un seul adultère entraînait sa condamnation. De multiples adultères le firent absoudre. Toute époque aura ses Claudius, mais toute époque n'aura pas ses Caton. Nous inclinons facilement au mal, parce que nous trouvons toujours quelqu'un pour nous mener. Au reste, l'affaire marche d'elle-même, sans guide ni compagnon. C'est plus qu'une pente, c'est un précipice. Et il y a encore ceci qui rend la plupart des hommes incorrigibles. Dans tous les autres arts, une simple erreur inspire la honte à l'artisan. Il souffre de s'être trompé. En revanche, dans l'art de la vie, on se complaît à faillir. Le pilote ne s'applaudit pas de voir chavirer son bâtiment, ni le médecin d'enterrer son malade, ni l'avocat de plaider si mal qu'il fait condamner son client. Par contre, un vrai péché est un plaisir. L'un se félicite d'un adultère que la difficulté lui a rendu plus piquant. L'autre se félicite d'une fourberie ou d'un vol. On ne se repent de sa faute qu'à partir du moment où la faute tourne mal. C'est l'aboutissement d'habitudes perverses. Toutefois, tu vas te rendre compte que dans les âmes les plus dépravées, le sentiment du bien subsiste en secret, et qu'elles n'ignorent pas que c'est un mal, si elles ne font rien de tout cela. Tout homme dissimule ses manquements, quelque réussite qu'ils aient eue, il veut bien jouir de l'aubaine, mais il en dérobe l'origine. Une bonne conscience se fait voir, appelle les regards, le vice craint jusqu'aux ténèbres. Épicure a donc, selon moi, fort bien trouvé lorsqu'il dit « Le méchant peut réussir à se cacher, il n'a jamais la certitude d'être caché. » Ou, si tu trouves la pensée mieux traduite de cette autre manière, rien ne sert aux coupables de se cacher, même quand ils ont la chance d'échapper au regard, ils n'en ont point la ferme assurance. En effet, il peut se trouver des sûretés, mais il n'y a pas de sécurité dans le crime. Ainsi dégagée, cette pensée est-elle en opposition avec les principes de notre école? Non, à mon avis. Pourquoi? Parce que, pour qui commet une faute, le premier et le plus grand châtiment, c'est de se trouver en faute, et que pas un crime, dû la fortune le décorer de ses dons, le protéger, le couvrir, ne demeure impuni, le supplice du crime étant dans le crime même. Néanmoins, à ce supplice succède, lui emboîtant le pas, un autre supplice. L'homme a peur, il vit dans les alarmes et se méfie de son apparente sécurité. Pourquoi dispenser le crime de ce genre de supplice? Pourquoi ne pas le laisser dans un doute perpétuel? Séparons-nous sur un point d'Épicure quand il dit que rien n'est juste de sa nature et qu'il faut éviter les infractions à la morale, parce qu'on n'évite pas les appréhensions qui en résultent. Mais accordons-lui cet autre point que les mauvaises actions trouvent leur bourreau dans une conscience qui est le siège de 1000 tourments, parce qu'une perpétuelle inquiétude la talonne et la malmène, parce qu'elle ne saurait accorder créance au garant de sa sécurité. En fait, Épicure, notre aversion pour le crime ne s'avère-t-elle point naturelle par cela même que, jusque dans l'asile le plus sûr, le criminel a toujours peur? La fortune garantit maintes fois du châtiment, de la crainte, jamais. Et pour quelle raison, sinon que nous avons implanté en nous l'horreur de ce que la nature commande? Si le coupable n'acquiert jamais la certitude d'être bien caché, lors même qu'il l'est, cela tient à ce que sa conscience l'accuse et lui montre sa propre image.
et l'indice propre de la culpabilité est de trembler sans cesse. L'humanité aurait été bien à plaindre vu le nombre des crimes qui échappaient à la loi, aux magistrats, aux supplices édictés, si la nature n'exigeait sur l'heure des sanctions, des satisfactions rigoureuses, si, au lieu et à défaut de subir son châtiment, on avait la peur de le subir.